Dans cette vidéo, nous allons répondre à la question suivante. Comment déterminer les efforts internes d'une structure hyperstatique à l'aide de la méthode des déplacements? Examinons cette passerelle située à Louvain-la-Neuve. Elle fait 30 mètres de long et se divise en 3 travées égales avec 2 piliers intermédiaires. La première étape consiste à déterminer le schéma statique de la passerelle. Pour cela, on représente la fibre moyenne de l'élément ainsi que les appuis et les éventuels dispositifs de libération d'effort, rotule, glissière normale ou glissière tangente. Au vu des dimensions de cette passerelle, nous allons la modéliser par un élément de type poutre continue. En effet, sa dimension longitudinale est plus grande que ses autres dimensions. Au niveau des appuis, notre passerelle est posée sur 4 appuis, un appui articulé et 3 appuis simples. Dans cet exemple, nous considérons le chargement suivant. Une charge répartie de 6 kN par mètre sur la travée de gauche, une charge ponctuelle de 24 kN au milieu de la travée centrale, et enfin, un couple pur de 30 kN appliqué à l'appui C. Voici donc le schéma statique de la passerelle avec son chargement. Nous sommes en présence d'une structure composée de 4 nœuds qui sont reliés par 3 éléments poutres. Avant de se lancer dans la méthode des déplacements à proprement parler, il faut déterminer le nombre de degrés de liberté de la structure. La détermination des degrés de liberté d'une structure ne sera pas détaillée dans cette vidéo-ci. Cette structure compte 2 degrés de liberté, les rotations aux nœuds B et C. Et la convention que nous utiliserons indique leur sens positif dans le sens anti-horaire, comme indiqué sur le dessin. Nous les nommons U1 et U2. Dans un premier temps, nous considérons bien cette structure dans son repère global, c'est-à-dire en tenant compte des 3 éléments poutres qui la composent. Ces 3 éléments sont reliés par les 4 nœuds A, B, C et D. Vous remarquerez que nous avons utilisé un élément poutre à 5 degrés de liberté avec une rotule à l'extrémité pour l'élément 1, car il est rotulé au nœud A. Il y en est de même pour l'élément 3 qui est rotulé au nœud D. Nous pouvons appliquer dès lors la méthode des déplacements, dont l'objectif est de résoudre l'équation d'équilibre suivante. Les forces résistantes, représentées par K fois U plus PR0, doivent être égales aux forces appliquées, représentées par le vecteur P. La matrice K est la matrice de rigidité de l'élément que nous allons apprendre à construire dans cette vidéo. Le vecteur U représente les déplacements U1 et U2. PR0, les réactions dues aux charges de travée, et P, les forces appliquées au nœud. Dans cette équation d'équilibre global, les inconnus que nous recherchions sont les déplacements U1 et U2. Nous devons donc commencer par construire la matrice K, le vecteur PR0 et le vecteur P. Commençons par déterminer la matrice de rigidité K. Pour ce faire, nous traçons les déformés liés à chaque degré de liberté. Le degré de liberté en question est imposé à une valeur unitaire de 1 et tous les autres sont bloqués. Dans ce cas, la première déformée consistera en une rotation unitaire de U1 avec U2 bloqué, et la deuxième une rotation unitaire de U2 avec U1 bloqué. Une fois que ces déformés sont tracés, on utilise les tables de réaction pour chaque élément déformé de la structure afin de déterminer les entrées de la matrice de rigidité globale. Dans le premier cas, on observe donc la contribution de l'élément AB, un élément poutre à 5 degrés de liberté, et BC, un élément poutre à 6 degrés de liberté. Grâce à la table pour une poutre à 5 degrés de liberté, on trouve la contribution de l'élément AB en faisant bien attention à la position de la rotule. Grâce à la table pour une poutre à 6 degrés de liberté, on trouve la contribution de l'élément BC. Le terme KIJ de la matrice de rigidité de la structure correspond à la somme des réactions de chaque élément dans le sens du degré de liberté I pour la déformée liée au degré de liberté J. En d'autres termes, chacune des colonnes de la matrice K correspond donc à une des déformées. Dans ce cas précis, le terme K11 correspond donc à la somme des réactions dans le sens de U1, des éléments 1 et 2, et le terme K21 correspond à la réaction dans le sens de U2 pour la déformée numéro 1. Le second cas se résout de la même manière que le premier, ce qui nous permet de composer finalement notre matrice de rigidité K. Vous noterez que la matrice K doit toujours être symétrique. Cette observation peut être un bon moyen de détecter d'éventuelles erreurs. Ensuite, nous trouvons les entrées de P, le vecteur des charges nodales. Ce sont les forces appliquées dans le sens des degrés de liberté, s'il y en a.
Elles sont non nulles uniquement dans le cas où une force est appliquée directement dans le sens d'un des degrés liberté. Dans notre cas, un couple de 30 kN est appliqué au nœud C. Enfin, nous déterminons le vecteur PR0 qui contient les réactions dues aux charges de travée. Nous utilisons à nouveau les tables pour transformer ces charges de travée en réactions au nœud. Comme pour la matrice de rigidité K, il faut prendre en compte la contribution de chaque élément de poutre. Pour déterminer la valeur de PR01, nous avons à la fois la contribution de la charge répartie sur l'élément à 5 degrés liberté avec la rotule à l'extrémité et la contribution de la charge concentrée sur l'élément à 6 degrés liberté. L'aide des tables pour des éléments poutres à 5 degrés liberté et 6 degrés liberté nous permet de trouver la valeur finale de PR01. La valeur de PR02 peut se déterminer de la même façon, ce qui nous permet de terminer la construction du vecteur PR0. L'étape suivante consiste à résoudre l'équation d'équilibre du système qui nous permet de trouver nos deux déplacements inconnus, la rotation U1 et la rotation U2. Par simple calcul matriciel, nous obtenons la valeur de U1 et U2. Avec ces informations, on peut déjà tracer la déformée de la structure. Notez que la rotation aux nœuds A et D n'est pas nulle, mais qu'elle dépend de la valeur de U1 et U2 respectivement, comme indiqué sur les tables. La rotation au nœud A vaut moins U1 divisé par 2, et la rotation au nœud D vaut moins U2 divisé par 2. La dernière étape est la détermination des efforts internes. Pour cela, nous allons analyser chaque élément dans son repère local. Prenons comme exemple la détermination des efforts internes dans l'élément poutre BC. Cette dernière se fait par la résolution de l'équation d'équilibre de l'élément dans son repère local. P log est égal à K log fois U log plus PR0 log. Cette fois-ci, la matrice de rigidité locale de l'élément est connue et fournie encore une fois dans les tables. Les déplacements locaux sont également connus. Ils sont nuls, sauf s'ils correspondent à 1 degré de liberté de la structure calculée au préalable. Dans ce cas précis, U log 3 est égal à U1 et U log 6 est égal à U2. On peut calculer PR0 log de la même manière que pour PR0 en utilisant les tables. En résolvant le système, nous obtenons le vecteur P log, ce qui nous permet de connaître les forces résistantes aux extrémités de l'élément isolé dans son repère local. On peut ensuite tracer le diagramme des moments et des efforts tranchants par simple calcul d'équilibre. Une approche semblable peut être réalisée pour l'élément CD et l'élément AB afin d'obtenir le diagramme complet de la poutre du point A au point D. Finalement, en joignant les diagrammes obtenus pour chaque élément dans son système local, on trouve les diagrammes des efforts internes de la structure dans son système global. Vous remarquerez qu'à l'inverse de la méthode des forces vue précédemment, dans la méthode des déplacements, ce sont les déplacements au nœud qui sont obtenus avant les efforts internes, et les efforts internes sont calculés à partir de ces déplacements. Dans la méthode des forces, c'était l'inverse, on trouvait les efforts internes avant de calculer les déplacements.